Un chiffre s'effondre, un autre s'emballe, et cette collision brutale a précipité la Guinée-Bissau dans une nuit de basculement inattendu. 2 années de promesses figées confrontées à des mois d'exaspération ascendante ont produit un contraste si net qu'il a fracturé la scène politique. Comment mesurer ce tournant lorsque même Ibrahim Traoré, évoqué dans l'imaginaire régional, sert de repère pour comprendre la vitesse du choc? À l'aube, les lignes du pouvoir semblaient glisser, comme si la rupture redessinait en silence les contours d'un pays déjà fragilisé, amplifiant une sensation diffuse d'irréversibilité qui gagnait chaque quartier. La transition ouverte à Bissau a dévoilé un enjeu plus vaste qu'un simple changement de pouvoir. Elle conditionne la capacité du pays à rétablir un appareil institutionnel capable de protéger, arbitrer et fonctionner. Cette promesse, un cadre opérationnel lisible, stable et enfin cohérent, constitue un bénéfice décisif pour une population qui a vu les mécanismes publics s'éroder jusqu'à l'essoufflement. Pourtant, derrière cette perspective se cache un risque majeur. Si les premiers gestes manquent de clarté, la dynamique pourrait se retourner et replonger l'État dans la même spirale de dérive qu'il tente de quitter. C'est ici que les observateurs guettent les signaux précoces, car chaque décision prise durant les premiers jours de la transition envoie un message qui dépasse largement les frontières nationales. L'écho régional, déjà sensible à d'autres trajectoires de rupture, amplifie les attentes et rend chaque geste mesurable, presque scruté comme un test grandeur nature. Un micro-hook apparaît donc. Que valent réellement les promesses d'une transition si elles ne produisent pas de repères tangibles dès les premiers instants? La révélation initiale tient dans 2 lignes. La crise qui a renversé le pouvoir à Bissau n'est pas née dans la fulgurance, mais dans l'accumulation silencieuse de plus de 3 années de tensions institutionnelles. Et surtout, elle n'a réellement explosé qu'au moment où les contre-pouvoirs ont été méthodiquement neutralisés, un point de bascule que peu d'observateurs avaient anticipé. Ce décalage entre rythme réel et perception publique éclaire le premier chiffre marquant. La participation aux consultations politiques internes a chuté d'environ 30% en 2 ans, un delta révélateur d'une fatigue démocratique profonde. À partir de là, le contexte s'ordonne différemment. Les dissolutions répétées du Parlement ont installé un climat d'incertitude, transformant ce qui ressemblait d'abord à un bras de fer institutionnel en une tentative perçue de verrouillage du système. Dans les quartiers, la colère s'est diffusée en chaîne, mêlant frustration économique, services publics dégradés et sentiment d'abandon lié à l'absence prolongée du chef de l'État, souvent en déplacement à l'étranger. Ce second repère quantitatif, plus de la moitié du temps passé hors du pays selon plusieurs témoignages, a renforcé la sensation d'un vide de gouvernance, rendant chaque dysfonctionnement plus lourd, chaque retard administratif plus corrosif. L'image régionale a ensuite amplifié la dynamique. Les transitions voisines, associées à des figures devenues symboliques telles que Ibrahim Traoré, ont fourni une grille de lecture prête à l'emploi. Même si les contextes diffèrent, l'idée d'une intervention corrective planait déjà dans l'imaginaire collectif, transformant le renversement final en aboutissement presque logique plutôt qu'en rupture soudaine. C'est précisément cette convergence. Institutions affaiblies, légitimité érodée, attente régionale accrue, qui referme la première dette de curiosité ouverte au début du récit. Ce basculement brutal n'est pas l'effet d'un seul choc, mais la conséquence d'une séquence longue où chaque delta a rapproché le pays du point de non-retour. Les premiers témoins de terrain permettent de saisir l'effet immédiat de la rupture. Un officier anonyme, présent lors des premières heures, décrivait une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, révélant comment la peur d'un dérapage coexistait avec l'impression diffuse que le statu quo ne pouvait plus durer. Ce regard de proximité agit comme un fil conducteur. Il montre que la transition n'a pas seulement renversé un pouvoir, elle a réorienté les comportements, les attentes et même les silences d'une population épuisée. Une infirmière de l'hôpital central offre un second éclairage. Elle raconte comment, dès la première nuit, les quartiers circulaient plus librement malgré le couvre-feu, comme si l'absence de direction politique avait momentanément allégé l'atmosphère. Dans son service, les patients parlaient du changement avec une lucidité inattendue. Leur crainte n'était pas le chaos,
mais un retour au comme avant. Cette scène, brève mais dense, illustre l'impact précoce d'une transition forcée sur des vies ordinaires. Ces deux fenêtres humaines composent une cartographie sensible de la crise. Elles traduisent un mélange de fatigue, de vigilance et d'espoir conditionnel, tout en reflétant la manière dont les transitions voisines ou des figures comme Ibrahim Traoré ont acquis une résonance symbolique, influencent l'interprétation locale. À ce stade, la question « so what » se condense en une ligne. Une rupture ne vaut que si elle transforme le quotidien. Les déclencheurs de la séquence se sont enchaînés avec une précision déroutante. Un premier décret a ouvert une brèche dans l'architecture institutionnelle. Une dissolution parlementaire a confirmé la trajectoire. Une seconde a scellé l'idée d'un exécutif prêt à remodeler l'État à son image. Dans les ministères, les signaux se sont multipliés. Alliés qui s'éloignent, murmures d'affaires opaques, fonctionnaires réduits à parler à voix basse. L'économie s'est essoufflée, les prix ont grimpé, les infrastructures se sont dégradées, tandis que l'absence prolongée du président a renforcé l'impression d'un vide dangereux. Puis la colère s'est structurée. Dans les marchés, dans les files d'attente des pharmacies, dans les casernes, elle a pris forme, alimentée par la conviction que les institutions se vidaient de leur substance. Les jeunes officiers ont comparé les trajectoires régionales, évoquant parfois Ibrahim Traoré comme symbole d'un basculement assumé, non comme modèle, mais comme repère pour évaluer leurs propres lignes rouges. Lorsque la prolongation du mandat présidentiel a été perçue comme un arrangement opaque, le point de rupture a été atteint. Les rues se sont animées, les opposants ont protesté, l'armée a observé en silence. Les élections paralysées ont aggravé la tension. Deux camps ont revendiqué la victoire sans résultats officiels, poussant l'ensemble du système au bord de l'effondrement. C'est alors que la dynamique s'est accélérée. Des unités spéciales ont pris les ponts, les axes principaux, la radio nationale. Elles ont encerclé la présidence sans tirer un seul coup de feu. À l'aube, le chef de l'État a été arrêté. Les frontières se sont fermées, l'espace aérien a été verrouillé, les ministres regroupés. La hiérarchie militaire est apparue unie, concise, déterminée. Dans les rues, la réaction a été immédiate, un mélange de surprise, d'espoir et de fatigue accumulée. Certains ont dansé, d'autres ont prié. Tous semblaient mesurer la gravité d'un moment qui ne ressemblait ni à un chaos annoncé, ni à une restauration ordinaire. À l'étranger, les diplomaties ont dénoncé un risque régional, mais sur le terrain, le récit s'écrivait autrement. Pour nombre d'habitants, il s'agissait d'un acte de sauvetage plutôt que d'une rupture soudaine. Et c'est dans cette tension entre effondrement évité et avenir incertain que la transition a pris forme, marquant un avant et un après irréversible. The baseline was already fragile long before the collapse became visible, and the delta that followed only confirmed how deeply the system had been eroded. The first measurable shift concerns institutional participation. Internal political consultations had fallen by nearly 30% over 2 years, a contraction that signaled not only democratic fatigue, but also a structural loss of confidence in mechanisms meant to absorb conflict. This decline reshaped daily governance, as disputes that once flowed through formal channels increasingly migrated toward informal networks, multiplying friction points across ministries and local administrations. A second figure reveals the magnitude of executive absenteeism. Testimonies describing the president spending more than half of his time abroad depict an administration struggling to function without a consistent chain of command. This absence generated a widening operational gap, fewer on-site interventions to mediate disputes, slower responses to economic disruptions, and a perceptible disconnection between the executive and the institutions meant to anchor stability. The delta here is not merely quantitative. It marks a profound shift in how authority was perceived, weakening the symbolic and practical ties between leadership and population. The third indicator is less numerical, but equally decisive: the perceived legitimacy of the mandate extension. While no official percentage exists, the collective reaction described across neighborhoods and barracks points to a sharp negative swing in public trust immediately after the announcement. This reversal operated like an invisible index of rupture, signaling that the tolerance threshold had been exceeded. Once this perception crystallized, the crisis no longer resembled an episode of political turbulence but rather the final stage of institutional exhaustion.
Taken together, these three deltas form the quantitative skeleton of the transition. They clarify why the intervention was interpreted by part of the population not as an abrupt break, but as the almost logical outcome of cumulative failures. They also explain how comparisons to regional trajectories, including those associated with figures like Ibrahim Traoré, became reference points for understanding the stakes of the moment. In a landscape where institutions could no longer absorb shocks, numbers did not merely illustrate decline. They mapped the emotional and political trajectory that preceded the final collapse. Two opposing arguments structure the debate around the intervention, each drawing on elements already present in the sequence that preceded the collapse. The first stance, voiced by defenders of the military action, contends that institutions had become too paralyzed to recover through conventional democratic mechanisms. They cite the double dissolution of parliament, the president's prolonged absences, recurring allegations of opaque contracts, and the controversial mandate extension as evidence that the system could no longer regulate itself. Within this frame, the intervention is not portrayed as a conquest, but as a last resort measure designed to prevent a deeper administrative breakdown. The second stance, articulated by critics, warns that even a corrective intervention transfers ultimate authority to a structure not elected by the population. For them, allowing the army to arbitrate political dysfunction sets a precedent with dangerous implications. If every constitutional excess triggers military involvement, democratic continuity becomes permanently vulnerable. They also emphasize that transitions of this type in the region have sometimes produced long periods of uncertainty, where promised reforms stagnate and institutional rebuilding becomes erratic. Reconciling ces positions nécessite de revenir à la structure des événements décrits dans la séquence. Le basculement ne s'est pas produit spontanément, il a pris forme à un moment où l'axe législatif était affaibli, l'exécutif vidé de sa substance et la légitimité démocratique visiblement érodée. La prolongation du mandat, perçue comme un arrangement opaque, a joué le rôle de catalyseur, empêchant les mécanismes internes de réparer la brèche. Dans un tel contexte, l'intervention a été interprétée par une partie de la population moins comme une rupture du jeu démocratique que comme une tentative d'éviter sa disparition totale. Cette lecture n'a trouvé un écho particulier dans un environnement régional marqué par d'autres transitions et par des figures comme Ibrahim Traoré, dont les trajectoires ont influencé la façon dont les observateurs ont évalué la logique de ce geste. Dans le silence avant le basculement, l'image qui a circulé cette nuit-là, des soldats alignés devant un bâtiment administratif, calme, méthodique, presque immobile, a bouleversé la lecture des événements. Elle ne montrait pas une confrontation, mais un contrôle maîtrisé, à rebours des scénarios alarmistes relayés depuis l'étranger. Dans les rues, les discussions ont changé de tonalité. On ne parlait plus seulement de l'effondrement d'un pouvoir, mais de la possibilité d'un recentrage, comme si la transition ouvrait un espace inattendu pour repenser la trajectoire du pays. Ce glissement perceptif s'est amplifié par la comparaison implicite avec des transitions voisines, où des figures comme Ibrahim Traoré ont redéfini l'imaginaire de la souveraineté. Sans calquer les contextes, cette référence a servi de repère symbolique. Elle a montré qu'un renversement pouvait parfois être lu non comme une dérive, mais comme un moment d'ajustement stratégique. Dans ce cadre, l'image des soldats n'était plus un signe de rupture brute, mais un indice qu'un nouvel arbitrage institutionnel était en train de se dessiner. Ce midpoint révèle ainsi une dynamique subtile. La crise ne s'organise plus autour de la seule logique de fracture, mais autour d'un éventuel redéploiement, fragile, encore incertain, mais soudain pensable. Les effets de la transition se déploient désormais sur 4 plans distincts, chacun révélant une facette de la recomposition en cours. Au niveau institutionnel, la chute du président a créé un vide où les administrations doivent fonctionner sans direction politique stable. Les cadres intermédiaires improvisent, appuyés sur des structures déjà affaiblies. Pourtant, une partie de la population voit dans cette vacance une chance rare de remettre à plat un appareil d'État longtemps fragilisé. La comparaison avec des transitions voisines, notamment celle associée à Ibrahim Traoré, nourrit l'idée qu'une réorganisation plus profonde pourrait émerger, même si l'incertitude demeure forte. Sur le plan économique,
Les effets sont immédiats et ambivalents. Les secteurs fragiles, des infrastructures de santé au réseau routier, subissent les paralysies de la transition. La tension opérationnelle s'intensifie dans les services essentiels. En parallèle, le contrôle des ressources revient au centre du débat public, réactivant un dossier longtemps relégué malgré son importance stratégique. Cette repolitisation de l'économie ouvre la possibilité d'un recentrage souverain, inspiré, sans être copié, de trajectoires régionales déjà visibles. Au niveau social, la réaction collective constitue l'un des signaux les plus frappants. Les rues ont exprimé un mélange de soulagement, de fatigue accumulée et d'espoir conditionnel. La jeunesse, hyper connectée, a transformé la transition en phénomène culturel autant que politique, diffusant images, récits et slogans qui redessinent les imaginaires. Cette même jeunesse, exposée aux icônes régionales comme Ibrahim Traoré, interprète la rupture comme un possible point de départ plutôt qu'une simple crise. Les émotions circulent vite, révélant un désir profond de renoncer au « comme avant ». À l'échelle régionale, les répercussions se mesurent au prisme du Sahel. La rapidité de l'opération, arrestation du président, fermeture des frontières, verrouillage de l'espace aérien, rappellent des scénarios déjà observés au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Les partenaires internationaux s'inquiètent d'un précédent, tandis que des observateurs locaux y voient un alignement possible sur un courant politique en expansion où la souveraineté devient l'axe central. Cette lecture régionale contribue à définir le cadre dans lequel la transition sera jugée, que ce soit comme menace ou comme reconfiguration. Dans ces 4 dimensions, les conséquences ne créent pas de dynamique nouvelle, elles révèlent et accélèrent celles qui étaient déjà en formation. La transition agit ainsi comme un catalyseur, donnant une intensité inédite à des tensions anciennes et à des aspirations longtemps contenues. Dans un premier scénario, celui de la stabilisation fragile, si la transition maintient un rythme maîtrisé et évite les fractures internes, le pays pourrait entrer dans une phase de stabilisation prudente. Les administrations réorganiseraient leurs priorités, cherchant d'abord à rétablir un minimum de cohérence opérationnelle. Les services publics cesseraient de se dégrader, sans pour autant retrouver immédiatement leur efficacité. La sécurité intérieure deviendrait l'axe central, soutenu par une communication mesurée destinée à reconstruire, pas à promettre. Dans ce scénario, le pays ne s'élève pas encore, mais il cesse de sombrer, un palier intermédiaire, fragile, mais essentiel pour éviter une nouvelle spirale d'effondrement. Dans un deuxième scénario, celui de la refonte souverainiste, une dynamique plus ambitieuse pourrait émerger si le leadership parvient à établir un dialogue structuré avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, opérateurs économiques, communautés locales. La gestion des ressources deviendrait un chantier prioritaire. Transparence contractuelle, contrôle accru, redistribution locale. Les réformes institutionnelles avanceraient par paliers, alignées sur une logique de cohérence plutôt que de vitesse. Dans ce contexte, les trajectoires régionales souverainistes, dont celle incarnée récemment par Ibrahim Traoré, serviraient davantage de repères stratégiques que de modèles à reproduire. Le pays pourrait alors amorcer une reconstruction plus solide, avec une confiance publique renaissante, appuyée sur des résultats visibles. Dans un troisième scénario, celui du blocage prolongé, si les tensions internes à l'appareil militaire se renforcent, ou si les pressions extérieures deviennent déterminantes, la transition risque de s'enliser. Les institutions, déjà affaiblies, perdraient davantage de cohésion. Les rivalités politiques et économiques ressurgiraient, transformant la période en compétition permanente pour l'influence. Les réformes annoncées resteraient théoriques et la population, après un bref moment d'espoir, glisserait vers une lassitude profonde. Dans ce scénario, le pays oscille entre immobilisme et fragmentation, sans horizon clair, chaque décision générant plus d'incertitudes qu'elle n'en résout. Ces 3 trajectoires ne constituent pas des destins écrits, mais des chemins conditionnés par une seule variable, la capacité du leadership à transformer une rupture subie en choix maîtrisé. Une approche utile consiste à adopter une logique d'évaluation continue, observer les premiers gestes, analyser leur cohérence, identifier les signaux faibles, afin de comprendre vers quel scénario la transition s'oriente réellement. Les répercussions de la transition ne se mesurent pas uniquement dans les institutions
où dans les chiffres, elles traversent les trajectoires individuelles, modifient les attentes et redéfinissent la manière dont différents groupes sociaux se projettent dans l'avenir. Chez les jeunes, l'effet est immédiat. Ils ont grandi dans un environnement où les services publics se dégradaient et où les récits de corruption faisaient partie du quotidien. La chute du pouvoir a éveillé une curiosité neuve, presque analytique. Comprendre ce qui pourrait enfin remettre le pays en mouvement. Mais cette curiosité reste instable. Elle peut se transformer en engagement durable si les premiers signes enfantins de la transition sont cohérents ou se dissoudre rapidement si les gestes initiaux paraissent flous ou contradictoires. Les réseaux sociaux amplifient cette oscillation, donnant à chaque signal une portée disproportionnée. Au sein de la diaspora, la transition suscite une attention intense. Beaucoup ont quitté le pays faute de perspectives administratives, économiques ou professionnelles. Ils observent désormais ce moment comme une possible réouverture du lien national. Leur prudence demeure forte, mais l'idée d'un retour, réel ou symbolique, retrouve une forme de légitimité. Les échanges en ligne révèlent un mélange de scepticisme et d'espérance, une attente de signaux concrets qui permettrait de croire à une reconstruction institutionnelle réelle. Du point de vue des observateurs régionaux, la transition s'inscrit dans un mouvement plus large. Elle fait écho à des dynamiques déjà visibles dans plusieurs pays voisins, où la souveraineté, l'autorité étatique et la réorganisation institutionnelle occupent le centre du débat. Ces observateurs ne cherchent pas forcément des parallèles directs, mais ils scrutent les détails, les premiers décrets, les orientations économiques, les repositionnements diplomatiques. Ils évaluent si le pays s'inscrit dans une courbe ascendante ou dans une zone supplémentaire d'incertitude. Face à ces groupes aux attentes hétérogènes, deux suggestions apparaissent. La première consiste à créer des espaces de communication réguliers et sobres qui informent sans promettre l'impossible. La seconde repose sur la reconnaissance explicite des limites actuelles afin de ne pas alimenter une déception prématurée. Pour chacun, jeune, diaspora, observateur, la transition représente moins une réponse qu'une interrogation ouverte. Pour qu'une transition échappe au cycle habituel des ruptures sans lendemain, elle doit reposer sur une feuille de route précise, séquencée, mesurable. Une reconstruction ne s'improvise pas. Elle se structure autour d'étapes capables de transformer une crise subie en trajectoire maîtrisée. Les attentes sont fortes, d'autant plus que l'imaginaire régional, nourri par des figures comme Ibrahim Traoré, rappelle qu'un repositionnement stratégique peut devenir un levier d'autorité s'il est expliqué, assumé et inscrit dans un calendrier lisible. La première étape consiste à rétablir la capacité opérationnelle des institutions de base. Il s'agit de remettre en état les administrations locales, les dispositifs de santé et les mécanismes de contrôle budgétaire. Sans ce socle, chaque décision politique se dissout dans l'effort constant de maintenir le système à flot. La priorité consiste à identifier les goulots d'étranglement les plus critiques et à réassigner les ressources nécessaires, même provisoirement, afin de stabiliser le fonctionnement quotidien de l'État. La deuxième étape vise à clarifier les priorités économiques et à les ajuster publiquement. Les secteurs liés aux ressources naturelles, noix de cajou, pêche, bois, exigent une transparence contractuelle renforcée. La transition doit définir des critères explicites de renégociation, des mécanismes de redistribution locale et un calendrier de vérification. Cette clarification est essentielle pour restaurer la confiance. Elle montre que l'économie n'est plus un espace opaque, mais un terrain où l'État fixe des règles compréhensibles et surveillées. La troisième étape consiste à instaurer des indicateurs simples mais réguliers. Disponibilité des médicaments, délais administratifs, entretien des routes, fonctionnement des écoles. Ces marqueurs concrets constituent la seule manière de mesurer la progression réelle. Ils ancrent la transition dans la réalité observable, évitant qu'elle ne devienne une séquence de discours sans effet tangible. Un tableau d'indicateurs mensuels, publics, serait un outil déterminant pour reconstruire la crédibilité. La quatrième étape consiste à ouvrir un calendrier politique réaliste et contrôlé. Il ne s'agit pas d'un retour précipité aux urnes, mais d'une séquence ordonnée où chaque réforme institutionnelle dispose d'un mécanisme de suivi indépendant.
Cette approche garantit que la transition ne reste pas suspendue dans l'indéfinition. Elle crée un horizon lisible, réduit l'incertitude et offre un cadre d'arbitrage pour les tensions inévitables. Ces 4 étapes dessinent un chemin où cohérence prime sur vitesse. Avancer peu, mais avancer juste. Elle referme également la dette de curiosité ouverte plus tôt dans ce texte. La transition n'a de sens que si elle se dote d'un plan capable de transformer l'élan initial en capacité durable d'action publique. La scène décrite par l'officier anonyme, une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, revient ici comme un motif discret mais essentiel. Elle rappelle que la transition n'a jamais été seulement institutionnelle. Elle a touché l'épaisseur émotionnelle d'un pays qui oscillait entre l'épuisement et la possibilité d'un renouveau. Ce fil, tendu dès les premières heures, traverse chaque étape évoquée jusque-là et trouve maintenant son écho dans la perception collective d'un moment où tout semble encore fragile mais enfin respirable. Les parallèles régionaux, enrichis par des figures comme Ibrahim Traoré, ajoutent une profondeur particulière à ce sentiment. Ils montrent que, même dans des contextes distincts, certaines ruptures peuvent ouvrir des espaces inattendus pour repenser la souveraineté, la responsabilité publique et la manière d'habiter l'avenir. Pourtant, rien n'est garanti. L'élan peut se dissiper aussi rapidement qu'il est apparu si les premiers gestes ne consolident pas la confiance naissante. Dans cette transition suspendue, une seule phrase suffit pour cristalliser l'enjeu. Le renouveau n'existe que s'il parvient à durer. La transition qui se joue aujourd'hui ne se réduit pas à une mécanique institutionnelle. Elle devient un espace rare où la parole publique peut circuler sans être immédiatement capturée par des camps opposés. C'est dans cet interstice que se construit la possibilité d'un débat collectif, ouvert, sobre, capable d'examiner les trajectoires possibles sans céder aux excès d'optimisme ou de désillusion. Les citoyens, qu'ils soient dans les rues de Bissau, au sein de la diaspora ou dans les capitales voisines, observent les gestes initiaux avec une attention soutenue, conscients que les premiers mois définiront la portée réelle de la rupture. Cette période invite également à une lecture plus symbolique. Comprendre comment un pays en transition réinvente ses repères, sa souveraineté, sa capacité à négocier avec lui-même. Chaque décision, même modeste, devient un signe. Chaque hésitation, une alerte. Dans cet équilibre précaire, la responsabilité collective consiste autant à scruter qu'à dialoguer, afin d'éviter que les fractures anciennes ne se referment dans le silence. Alors, à votre avis, quels signes permettront vraiment d'identifier si cette transition ouvre une voie durable ou si elle ne marque qu'un détour dans l'histoire politique du pays ?